d'attendre, ce serait dommage en fait d'attendre qu'une personne tout à fait exceptionnelle puisse apporter la solution. Il n'y a pas de solution idéale, il n'y a que des solutions qui peuvent être acceptées par tous. Donc c'est à nous de devenir porteurs de l'image d'une économie beaucoup plus équitable, beaucoup plus généreuse et beaucoup plus pérenne. Nous avons tout, absolument tout aujourd'hui, les connaissances, les technologies. Nous avons l'outil, puisque la monnaie peut se créer à partir de rien, c'est une affaire de comptabilité. La seule chose le travail qu'on a à faire, c'est à se demander qu'est-ce que l'on veut véritablement, comment on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à nos enfants, comment on a envie de vivre avec nos voisins, comment on peut se mettre en harmonie et en cohérence avec les équilibres du vivant autour de nous. Ça devrait être notre obsession, ça devrait être exclusivement là-dessus que l'on travaille. C'est là-dessus que travaillent ces petits groupes de personnes et de citoyens au sein des expériences de monnaie complémentaires. Si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, on va faire un débat. Et je crois que c'est intéressant de savoir que nous pouvons, à notre niveau, malgré l'enjeu considérable autour de nous, nous n'avons pas mission individuelle de changer le monde, mais nous pouvons changer notre monde, nous pouvons nous changer nous et apporter cet éclairage au sein de l'économie, de l'argent et de notre vie. Merci. D'abord, remercier Philippe pour cette brillante conférence. Alors maintenant, ce que je vous propose, alors on n'a pas de micro, ne marquez pas, je vous propose de poser vos questions. Alors s'il vous plaît, vous essayez de vous mettre un petit peu en cornet, pour que tout le monde entende faire votre question, éventuellement si ce n'était pas très clair, peut-être de la répéter. Donc voilà, je vous laisse. Voilà. Oui, je voulais vous dire, vous êtes beaucoup trop gentil dans votre critique du système actuel, parce que vous avez encore une préservation, je dirais, des entités qui nous dirigent et qui nous imposent notre mode de vie actuel. Quand vous dites qu'on a perdu la démocratie, je pense qu'en analysant assez fortement ce qui se passe, la démocratie, on l'a quittée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après le procès de Nuremberg, puisqu'il est interdit de contester le procès de Nuremberg, et si on demande à la justice de décider sur l'histoire, on sort de la démocratie. La démocratie ne peut exister qu'à partir du moment où la contestation est tolérée. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu des personnages assez importants au cours du XXe siècle qui ont essayé de revenir à une monnaie qui est gérée par le peuple et pour le peuple. Et ça s'est terminé d'une façon très brutale. Je vais vous citer le cas de Kennedy. Kennedy, il a refusé que Rockefeller, qui est une banque privée, imprime le dollar. Et il a voulu institutionnaliser de nouveau la banque américaine, banque nation, et qui imprime le dollar. Bon, on sait comment il a fini à Dallas. Hein. Il a pris une balle dans la tête, c'est terrible. Et ce qui s'est passé également, c'est que vous prenez, par exemple, l'énergie à l'heure actuelle, le pétrole. Elle est payée dans le monde entier en dollars. Il y a un personnage qui a voulu se détacher du dollar au niveau du paiement de l'énergie. Il s'appelle Saddam Hussein. On sait comment il a fini accroché à une corde. Alors, moi je dis qu'à l'heure actuelle, il y a une volonté délibérée de tuer les pauvres, enfin les gens qui travaillent, puisque faire payer aux États les intérêts de l'argent alors que c'est leur propre richesse créée, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et je crois que ce n'est pas les politiques qui sont asservis au système et qui tiennent leur place du système qui vont le changer. Donc il faut, c'est vrai qu'il faudra, mais moi ce que je poserai comme question, c'est qu'est-ce qui nous attend à partir du moment où il y aura une vraie volonté populaire de réformer ce système, comment on va être traité? Parce que je ne suis pas persuadé que ça va se passer, on va te passer un bouquet de fleurs et tu fais ton système. C'est pas comme ça, à mon avis, que ça va se faire. Vous avez raison de décrire les choses de cette façon-là. Je sais que ma proposition, ma façon de faire est d'éviter effectivement de désigner à tout prix les grands méchants loups à l'extérieur, parce que ça peut avoir comme effet de se déresponsabiliser et de dire qu'est-ce que je peux y faire, de toute façon, les ficelles sont tirées à l'extérieur, il y a un projet. Alors c'est vrai que là on entre dans la théorie du complot qui est dénoncée par certains. Tout est possible. Quand on relit et quand on regarde certaines choses, on peut comprendre toutes les guerres qui, en fin de compte, ont été manipulées. Il y a
qui est visible et ce qui est distillé pour le bon peuple, et puis il y a les réalités bien profondes qui enrichissent toujours une petite poignée de personnes qui sont en coulisses et qui dirigent tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je n'insiste pas sur le côté maléfique, dirais, de cette classe dirigeante mondiale, c'est parce que, quelle que soit sa puissance aujourd'hui, je suis persuadé, je suis confiant dans la capacité de l'être humain de se redresser dans sa puissance individuelle qui se traduira par une société plus généreuse et plus équitable demain. On est à une période de transition, on est à la période charnière, donc à la période de tous les dangers, où évidemment on va se heurter à une résistance abrupte et opiniâtre de la part de ceux qui détiennent le contrôle du pouvoir, de l'argent, de l'économie, des ressources, etc., etc. Donc il est très possible qu'on aille vers une période de conflit majeur, avec cette friction entre tout un mouvement social d'un côté qui voudra changer les choses et qui s'opposera à ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent actuellement, qui voudront maintenir les choses en place. Je pense que par la force des choses, parce qu'aujourd'hui, la grande donnée qui a changé, c'est qu'on est dans un monde multipolaire. Avant, il n'y avait que les Américains qui menaient la danse, c'était eux qui avaient le jeu, et tous les autres ne pouvaient que suivre le mouvement, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Aujourd'hui, on parle des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, le pouvoir, le jeu n'appartient plus vraiment aux Américains, ils s'y accrochent désespérément, mais le dollar est en train de s'effondrer, l'économie américaine s'effondre, et rien dans ce qu'ils font ne peut laisser penser que ça va, qu'ils vont s'en sortir. Pour l'instant, moi je ne vois que les États-Unis en effondrement. Donc il y a une redistribution du jeu à travers le monde, et ça va nécessairement se traduire par des effets que je ne peux pas prédire, mais il y a quand même tout un jeu qui va soit nous emmener vers un conflit majeur, soit vers l'émergence d'une société nouvelle. Tout dépend des forces et des inspirations qui seront sous-jacentes à ces mouvements dans les blocs, que ce soit la Chine, que ce soit la zone euro, que ce soit les États-Unis, le Canada ou ailleurs. Donc, on peut rester, je souhaite, volontairement, je veux être encore confiant. Je suis confiant dans la capacité de l'être humain de se remettre en question, mais il y a un caractère d'urgence, et je pense que cette capacité, c'est à nous, individuellement, de la prendre, et puis on verra bien ce qui se passe. Peut-être qu'on va vers quelque chose de catastrophique, de chaotique, et j'en sais rien, mais faisons individuellement ce qu'on peut à notre niveau pour que ça puisse se passer le mieux possible. Il est certain que de toute façon, on a certainement affaire à au moins une bonne décennie de transformation et où il va falloir changer absolument tout, y compris accepter l'idée que le capitalisme est mort. On va s'y accrocher ou pas, pour moi, il est mort. Il est pour l'instant sous respirateur artificiel à coups de milliers de milliards envoyés, mais des milliers de milliards qui ne représentent rien. Une monnaie, comme je disais tout à l'heure, ne représente quelque chose que s'il y a quelque chose en face. Il faut que j'ai quelque chose à manger ou à boire, ou faut que j'ai une chaise, faut que j'ai une richesse. Alors, pour l'instant, les États-Unis impriment des milliers de milliards, il n'y a rien en face, ils rachètent leur dette avec ça. Donc, de la monnaie qui est émise avec aucune richesse en face ne peut que conduire à une catastrophe. Donc, on est dans une espèce de sauf qui peut actuellement, qui ne fait que retarder l'issue. Il est probable, enfin probablement, une nouvelle crise bien pire que la première qui se profile à l'horizon, parce qu'on a réalimenté des bulles actuellement, et ces bulles vont rééclater. Mais sauf que cette fois, on n'aura probablement pas les moyens de réinjecter encore des milliers de milliards, alors que tous les peuples sont endettés, alors qu'on nous dit qu'il faut déjà serrer la ceinture, parce qu'il faut qu'on aille directement creuser nos tombes et qu'on s'enterre vivant avec. Donc, on arrive à une impasse, on arrive à un tournant, mais où là, tout est possible. J'aimerais bien que ce tournant
qui ne soit pas de l'ordre de 1789, avec des échafauds, avec du sang, avec de la violence, et qu'elle soit inspirée justement par une vision de générosité, une vision de coopération, une vision d'entraide, une vision de respect de la nature et de l'autre. Ça va dépendre exclusivement de ce qui va nous mener, nous, intérieurement. J'ai pas très bien compris les nouvelles monnaies complémentaires, à quoi ça correspondait, parce que j'imagine mal que ce soit une monnaie du style un nouveau franc. Je ne vois pas l'intérêt de remettre une nouvelle monnaie en place si c'est pour reproduire les mêmes schémas. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus à quoi ça sert? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la monnaie aujourd'hui, c'est une simple écriture comptable fondée sur la confiance de la communauté qui la met en œuvre. Si on était un petit village ici, on pourrait se dire, tiens, et si on créait notre monnaie? Donc on aurait l'euro d'un côté qui nous permettrait évidemment de continuer nos dépenses courantes, mais on pourrait se dire, voilà, on va se créer le Scooby-Doo, et puis le Scooby-Doo, ça va être notre monnaie, à nous. Et donc on va comptabiliser sur des feuilles de papier des Scooby-Doo, donc j'échange un cours de piano contre du jardinage, on va faire nos échanges de biens et services les uns avec les autres. Au lieu de se payer en euros, on se paiera en Scooby-Doo. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change le fait que je n'ai pas a priori besoin d'avoir un compte improvisé dans une banque. Si je propose, on peut partir à zéro. On redonne la valeur à la véritable richesse. Si je propose un cours de piano, la personne qui veut prendre un cours de piano en face de moi me dit, oui, mais j'ai pas de Scooby-Doo. Quelle importance? C'est pas ça qui compte. On va mesurer nos échanges. Quand j'aurai fini mon heure de piano, elle me donnera, je sais pas, 50 Scooby-Doo, c'est l'échelle des valeurs que je vais cette là. Donc son compte sera débiteur de 50 Scooby-Doo et moi, le mien, sera créditeur de 50 Scooby-Doo. Mais, et c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas l'accumulation de cette monnaie locale qui me rend riche, puisque de toute façon, j'en ai pas besoin pour accéder à ce moment-là à la richesse qui m'est proposée. Donc c'est moins libre et moins porteur de possibilités dans les échanges que les selles, mais c'est une voie qui demandera plus de temps, mais qui permet de s'adresser à la totalité de la collectivité avec ses producteurs et ses commerçants. Quant à la NEF Crédit Coopératif, je me compte à la NEF. Donc la NEF, c'est la nouvelle économie fraternelle. Alors ce n'est pas une banque pour l'instant. On l'appelle banque par facilité. Et une banque, ça doit correspondre à une définition bien particulière. Et seules les banques